Odilon Ferrand, guide de haute montagne et gardien de refuge à Malviacé. François Breton, garde-moniteur au Parc National du Mercantour. J'habite à Faucon de Barcelonnette. Vincent Caron, conseiller pro au Crédit Agricole, et j'habite à Jauziers. Jérémy Rumeb, guide de haute montagne, j'habite à Barcelonnette. Et Vadek Gorak, j'habite au Soz, je suis freerider professionnel. Chantal Bonaglia, accompagnatrice en montagne à Barcelonnette. Xavier Fribourg, chargé de développement local, et j'habite à Lens, à l'entrée du vallon de Restefond. Michel Coranotte, j'habite à Barcelonnette, je suis guide de haute montagne et formateur à l'ENSA. Claude Gouron, photographe-auteur, j'habite à Barcelonnette. Nicolas Jean, collégien, j'habite à Saint-Pons. Jean Bouillon, guide de montagne, habitant à Pouillouse, gardien de refuge. La vallée, à l'origine, quand j'étais embauché à mon poste, je l'ai choisi parce qu'on m'a demandé de faire un choix de ville. Et j'avais fait une dizaine de choix. Et le premier, c'était la vallée du Bail, l'agence de Barcelonnette. Et en tout dernier, c'était, parce que nous on travaille par caisse régionale, c'était Nice, enfin la Côte d'Azur, voilà, parce qu'il n'y a pas trop de zones de montagne. Le jour où j'étais embauché, on m'a pris pour un fou, on m'a dit « Vous êtes sûr de votre choix? Vous n'avez pas fait une inversion, vous n'avez pas… » Et je leur avais dit « Non, non, c'est bien mon choix. » J'ai grandi à Estin, derrière le col de la Cayolle, donc juste derrière l'Ubaye. Et du coup, on avait des liens en permanence avec l'Ubaye. C'était le Barcelonnette, c'était la ville la plus proche de chez nous. À une bonne heure de route l'été et à 3 heures de ski l'hiver, grosso modo. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup vécu en Ubaye tout en étant dans le Mercantour. C'était une belle journée de février de l'année 2000, donc avec le nouveau siècle qui commençait, on va dire, mais vraiment je ne connaissais absolument pas Barcelonnette ni la vallée de l'Ubaye et je suis arrivé, peut-être comme pas mal de nouveaux habitants aussi, parce que je cherchais du travail et parce qu'il y avait une opportunité éventuelle et j'étais venu passer un entretien d'embauche à Barcelonnette et je garderai mais vraiment, je pense toute ma vie, le souvenir de l'impression laissée par l'ouverture de la vallée quand on vient d'un peu loin, j'arrivais de Grenoble. Et qu'on redescend du col Saint-Jean et ce fameux virage où on découvre tout à coup le groupe des Séolanes, la Séolane des Besses, les Lettes, enneigé, un ciel bleu extraordinaire. Franchement, je me suis arrêté au bord de la route, je me suis garé et c'était waouh. Je suis natif de là et depuis plusieurs générations. On m'a laissé là pour continuer le patrimoine du coin. Je suis née ici. Je suis du coup très attachée à ces montagnes. J'ai choisi d'ailleurs un métier qui me permette de rester ici. Ce qui m'attache déjà, c'est que je suis là depuis que je suis petit, donc c'est vrai que regarder une montagne, la voir depuis que tu es tout petit, avoir plein d'histoires avec, se dire quand on la regarde maintenant, j'ai skié là, on se projette, quand on la regarde, on se projette, on se revoit encore dedans, on vit des moments de fou dans certaines de ces montagnes, comme les Fanais, des trucs comme ça. J'ai passé des heures là-bas et dès que je la regarde, ça me fait quelque chose. Dès le début, je suis allé chasser avec mon père dans la montagne et puis ensuite pêcher et puis jusqu'à de l'alpinisme récemment. Du coup, je vais souvent en montagne et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Moi, je suis arrivé jeune au lycée de Barcelone. Avec cette envie, j'étais hyper motivé pour découvrir la montagne. J'avais aucune connaissance. J'avais un peu de pratique de l'escalade et du ski. Voilà, et là, je suis arrivé dans cette vallée où j'ai rencontré des très bons copains comme Odilon Ferrand et avec qui on a arpenté la montagne pendant
de nombreuses années où on s'est investi, voilà, et c'est là où j'ai vraiment tout appris, quoi. J'ai appris à faire du ski, j'ai appris à grimper et j'ai appris à faire de la montagne, enfin de l'alpinisme ici, quoi. Je suis rentré au stage de guide à Chamonix en 1947. 27 ans le métier de guide. Dites, c'était une époque où l'alpinisme n'était pas comme maintenant. Il y avait peu de vacanciers et ceux qui avaient de vacanciers, c'était des montagnards. Ça a commencé donc depuis tout petit justement à Saint-Paul-sur-Ubaye, où j'allais voir mes oncles, etc. J'étais souvent en montagne là-haut avec eux. Puis après l'hiver, bon, bien sûr, ça a été le ski, quoi. Ça a été le ski, puis ça s'est fait de manière naturelle, quoi. Le ski d'abord à l'école, puis en club, et puis des petites courses, et puis finalement, on se prenait au jeu. Puis pour moi, c'est allé pas trop mal. Et puis voilà, on se retrouve, ça marche pas mal en club. Alors on passe au niveau du comité régional, puis au niveau après de l'équipe de France. Et voilà, et puis là après, j'ai fait mon bout de chemin. Et après, je suis parti carrément 11 ans sur le circuit pro aux États-Unis. Depuis tout petit, je pense que j'avais quand même vraiment ça ancré en moi, cette passion, puis surtout ce métier de guide, quoi, qui restait pour moi quelque chose d'assez étonnant, quoi. Et voilà, et puis quand j'ai petit à petit, voilà, mes objectifs se sont déplacés, puis quand j'ai eu le temps, j'ai pu le passer. C'est vrai que je l'ai passé sur le tard, mais voilà, du coup, je suis vieux, mais un jeune guide, quoi. Je suis un peu partie voir les montagnes d'ailleurs, pour travailler ou pour visiter, mais avec toujours cet esprit de j'aime bien partir, mais j'aime surtout bien revenir, parce que je suis attachée à mes montagnes. Je pense que de tomber amoureux de cette vallée, ça se mérite, il faut être vraiment très curieux. C'est viscéral, voilà. Quand je suis dans la vallée du Bail, je suis bien. Voilà. Quand j'en sors, pas que je ne sois pas bien, des fois ça fait du bien d'avoir un regard extérieur. Mais quand je reviens, je suis zen, je suis bien, puis j'ai envie, pareil, de grimper, aller voir mon sommet. Voilà. Ce qui est très intéressant en Ubaye, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, qui ont tous eu un parcours un petit peu avec ce coup de foudre à un moment donné en disant on pose nos valises ici parce qu'on a beau avoir vécu dans d'autres endroits qui ont tous leurs qualités. Voilà, ici on y trouve une énergie très forte. Et alors ce mélange-là, je trouve que c'est vraiment en tout cas quelque chose de très intéressant pour cette vallée parce qu'il y a beaucoup de créativité. Il y a beaucoup d'énergie, de jeunes encore qui veulent rester, qui veulent y vivre absolument, comparé à d'autres vallées ou d'autres endroits un petit peu, on va dire, parce qu'on est quand même dans le monde rural, à la campagne, où parfois les jeunes n'ont qu'une envie, c'est de s'en aller. Et bien ici, en fait, ils ont beaucoup envie aussi d'y rester et d'y apporter leur pierre à l'édifice. Et je trouve que dans cette seule vallée, dans cette même vallée, on retrouve toutes les Alpes réunies. Alors est-ce que c'est moi qui l'idéalise, je ne sais pas, mais c'est un peu le sentiment que j'ai. Voilà. Ça m'est apparu comme une montagne qui avait une dimension humaine. Pas trop difficile à grimper, pas trop austère pour quelqu'un qui venait de la plaine ou des collines. Donc une montagne à dimension humaine. Par la force des choses, on a un peu visité beaucoup d'autres massifs, plus ou moins toutes les Alpes. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on revenait ici, on pouvait faire du ski des semaines entières sans croiser de traces et ça nous arrivait de nulle part ailleurs, ça. Quand tu vas en montagne, tu rencontres personne, que ce soit l'hiver en ski de rando où tu peux à chaque fois être quasiment sûr de faire ta trace ou quand tu vas grimper sur les arêtes ou faire des grandes voies ici, tu es tout seul. Je trouve ce côté sauvage vraiment intéressant, quoi. Je pense qu'on partage tous cette idée de cette grande variété de paysages. Ce microcosme qui est en fait un macrocosme parce qu'il y a plein de vallons, de sous-vallons, c'est un monde fractal, on a toujours quelque chose à découvrir. C'est dû à l'emplacement géographique, la nature, mais aussi au travail historique de l'homme dans cette vallée qu'il a occupée depuis très longtemps. Donc je pense que tout ça fait un ensemble qui est passionnant, quoi. Quand je vais en montagne, j'arrive dans un lieu, tout de suite je m'imagine la vie des gens ici autrefois.
Il y a des témoignages du passé, des clapiers, des vieux sentiers qui sont empierrés. Et tout de suite, je me dis, bon, bah, là, il y a des gens qui ont vécu, là, il y a des gens qui ont travaillé, là, il y a des gens qui sont passés, là, c'est un passage. Et ça fait des centaines d'années, des siècles que les gens passent ici, où ont travaillé ces champs. Quand des fois, je vois la taille des clapiers dans les champs, je me dis, mais bon Dieu, mais c'est des générations et des générations de femmes et d'enfants qui ont dû travailler là dans ces champs pour faire les clapiers. Et c'est émouvant. Un peu un mélange à la fois du sauvage et puis des traces de l'homme. J'adore essayer de comprendre ce qui s'est passé dans un paysage. Quand il y a une ruine, essayer de comprendre qu'est-ce que c'était, qui a pu vivre ici, est-ce qu'il y a des gravures de bergers ou de militaires sur l'ouvrage. J'adore rechercher comme ça aussi dans le temps les traces de l'activité humaine. Et en même temps, il y a tout le côté sauvage. Où est-ce que les loups peuvent avoir leur tanière, enfin tous ces mystères. La nature est pleine de mystères, même si je connais pas mal de choses. Il y a toujours plein de choses qu'on imagine et qu'on aimerait connaître et qu'on ne connaîtra jamais parce que c'est le principe de la nature avec son effervescence. Il y a toujours des choses à comprendre. Et je suis toujours surpris. Je trouve toujours un fruit inattendu, un champignon inattendu, et je le mets dans mon panier et je vais faire une cuisine. Quand je fais des photos, c'est exactement pareil. Je sais que je vais être surpris, je sais que je vais ramener quelque chose d'inattendu. Je me suis mis à la rando et là j'ai découvert en fait qu'il y avait des milliards de choses dans notre vallée qu'on ne connaissait pas. Et des trucs à découvrir et en une vie, même pas forcément capable de tout faire. Du coup je me dis que c'était quand même un truc intéressant, et une suite logique de l'évolution que j'ai eue depuis que je suis petit, quoi. Ça a l'air d'une petite vallée comme ça qui fait 50 km de long. Puis bon, finalement, si tu sors une fois par semaine pendant 22 ans, tu vas finir par avoir fait le tour de toute la question. Mais non, pas du tout. Ce que j'ai découvert, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'au plus j'avais connaissance de cette vallée, au plus je découvrais sa vasteté. Elle est infinie en fait. Les meilleurs moments pour moi dans la nature, dans la montagne, c'est quand je peux observer de la faune sans déranger. Quand vraiment je peux observer le comportement des animaux sans les perturber. Alors c'est un mélange d'intimité, de contemplation, et en même temps j'aime bien aussi le rapport physique avec la montagne, l'effort nécessaire pour grimper, pour approcher la nature. Donc ça c'est une alternance d'effort et de contemplation. J'aime aussi faire du sport, mais quand je fais du sport, j'essaie de lever la tête tant que je peux pour regarder ce qui se passe. Je n'hésite pas à m'arrêter pour observer les chamois, pour observer des nuages qui montent dans le ciel. Ça c'est vraiment important, c'est le mélange des deux et c'est vraiment très fort. J'adore aller sur les crêtes, chevaucher les crêtes ou faire des petits sommets, mais je ne suis pas un collectionneur de sommets et c'est pas là que j'ai le plus de plénitude. Je dirais même que c'est même l'effet inverse. J'ai toujours eu une espèce de petite déception en arrivant sur un sommet que je n'ai jamais éprouvé en allant me poser sur un plan, tu vois, au plan de Parroir, au plan des Ouerts, entouré justement de ces sommets et de ces crêtes. Et c'est là que je me ressource le plus. Une histoire à moi vécue un peu forte, c'était en 96. Je m'entraînais pour la qualif VTT et je suis partie avec Pierrot Lombard faire du VTT côté italien. À midi, on s'est enfin posé sur un magnifique plateau entre l'Argentera et la station de ski de Ferrières. Et puis au bout d'un moment, on voit deux bestioles qui descendent de la montagne. On était sur un très très joli plateau. On voit deux bestioles qui descendent de la montagne à la course. On regarde, on se dit, mais ça c'est bizarre, ça court pas comme des chamois. Et puis on regarde, et finalement c'était deux loups. Donc ils nous sont passés juste devant, à 150 mètres. On les a bien vus descendre, passer devant, traverser, puis disparaître au bout du plateau. Et bon, ça a été un moment très fort en fait, hein, parce que on en a eu la chair de poule. Bon, j'étais encore jeune, quoi. C'était mon oncle, là, Tienoncle. On avait marché toute la journée. À l'époque, des chamois, il n'y en avait plus beaucoup. Et on avait marché, c'était la fin de la journée.
Et justement, on est tombé sur des chamois et c'était des chèvres, quoi. Et puis lui, il a dit non, non, là, c'est des chèvres, on ne tire pas. Et j'avais trouvé, voilà, ce sang-froid du montagnard, tu vois, qui malgré la fatigue, tout ça, on respecte les choses. Voilà, ça, c'est des choses qui m'ont marqué, quoi. Ouais. Bah, je me souviens de ma première rencontre avec le gypaète barbu. Pour moi, c'est un oiseau un peu mythique. Je me trouvais dans le vallon de Parassac, pas très loin d'ici. J'étais en train de casse-croûter, et puis tout d'un coup, une grande ombre qui se projette sur moi, un bruit de vent dans des plumes. Je lève la tête et qu'est-ce que je vois? Un gypaète 10 mètres au-dessus de moi. Et c'est un oiseau très curieux en fait. Il passe une fois, 2 fois, 3 fois pour voir. Donc on a le temps de l'admirer. Et c'est un moment assez fascinant parce que cet oiseau, il fait quand même 2,80 m d'envergure. Il a des couleurs fantastiques, une forme, il a une barbichette de plumes sur le bec. Donc c'est quelque chose d'assez fascinant. Et pour moi, ce moment-là, c'était un peu le début d'une grande aventure parce qu'au niveau professionnel, je travaille depuis des années sur cette espèce, sur sa protection, sur la sensibilisation. Et voilà, cette rencontre-là, ça a été un déclic et qui marque pour longtemps en fait. Je suis parti en randonnée tout seul dans le vallon de la Bouteille, qui est au fin fond de la Haute-Ubaye. Donc c'est déjà une jolie randonnée, je suis monté jusqu'au plan de Gandin. Et j'étais tellement absorbé par les photos justement que je faisais, tellement passionné par ces photos. Je prenais des brins de génépi dans ces laves noires, tu vois, avec ces terres craquelées et tout, c'est assez magique comme endroit. Et que je n'ai pas vu se former un orage magnifique. C'était un petit peu en aval dans la vallée. J'avais estimé qu'il était au-dessus de Saint-Paul. Je me suis dit, oulala, il est grand temps de rentrer. Et le temps que je descende, en me pressant un petit peu, dans le chaos rocheux du vallon de la Bouteille, je me suis cassé la figure pour éviter de casser mon beau boîtier photo. J'ai protégé le boîtier photo avec mes mains, je me suis tordu le pouce, je me suis fait une entorse très très douloureuse. Donc je suis rentré le bras en écharpe tellement j'avais mal et l'orage qui gonflait. Et je me suis fait prendre par l'orage à la sortie du vallon de Chabrières. Un orage absolument dantesque. Je me suis protégé des grelons avec le parapluie. J'ai traversé la forêt qui est au pied de l'Alpé. La grêle tombait tellement fort que les arbres, les mélèzes étaient hachés. La glace par terre était verte. Il y avait une forte odeur de foudre et en même temps une odeur de feuilles de mélèze concassées. Et j'avais mal à mon pouce et j'étais trempé jusqu'aux os. Et quand je suis arrivé au refuge, j'avais Philippe Lantelme qui m'attendait, qui commençait à s'inquiéter un peu parce que c'était vraiment dantesque. Mon parapluie était tout déchiré, il n'y avait plus que les baleines. J'étais trempé jusqu'aux os, j'avais des bleus sur les épaules et le bras en écharpe. C'était une superbe journée. J'avais fait de très belles photos. Je me rappelle d'un jour de novembre, typique de novembre, où il y avait un vent très fort, de la neige et beaucoup de brouillard. Et puis j'ai été amené à monter sur une crête. Et en fait, arrivé sur cette crête, il n'y avait plus aucun point de repère, plus un rocher, plus un arbre, juste de l'herbe. Et du coup, même si je connaissais par cœur cette montagne, j'ai été amené à aller totalement à l'opposé de l'endroit où je voulais aller. Et je me suis presque perdu. Du coup, ça m'a rappelé un proverbe de Victor Hugo que j'aime beaucoup, qui nous dit « C'est désolant de songer que la montagne parle et que le genre humain ne l'écoute pas ». Un fait qui m'a vraiment marqué dans cette vallée, c'est en escalade. Donc peu de temps après être arrivé dans la vallée, cette envie tout le temps d'aller en montagne, après avoir appris à grimper sur des spits, on s'est dit maintenant on est bon, on sait grimper, on va aller faire des voies en montagne où il n'y a pas de spits. Voilà, donc on est parti grimper sur la Pierre André, une voie en terrain d'aventure. Pas compliqué, hein, 5 sup max dans le topo, et là on a vécu l'enfer, on s'est mis au taquet complet, quoi. Voilà, c'est un de mes plus gros taquets dans mon histoire d'alpiniste, on va dire. Voilà, j'ai fait une longueur en traversée de 40 mètres où tous les points que j'ai mis se sont enlevés quand je suis arrivé au relais, quoi. Voilà, donc un fait bien marquant pour moi dans ma vie, dans cette vallée, quoi. La montagne, il faut y aller tranquille, prendre le temps de la découvrir, de se découvrir aussi en montagne, voilà, et prendre le temps de faire les choses une par une et pas vouloir griller trop d'étapes, je pense. On voulait aller faire quelque chose vers la Croix de l'Alpe, on arrive en haut du break et là Jay il me fait non, on va pas là-bas, on va là. Et là il monte le break premier, mais pas passer par Cachat, passer par le l'entonnoir et un truc expo au-dessus des barres, on n'avait pas de matos. Moi je fais confiance à mon pote, il est guide, allez droit, on y va. On n'a qu'à monter et tout, on se fait la montée. Donc Jay il me prend bien en main, on arrive au sommet. Et là Jay il me connaît, donc on se connaissait pas trop, on apprenait à se connaître encore à ce temps-là. Et il me dit bon Adek,
calme au début, il y avait un petit passage de 3-4 mètres de ski à faire avec 50 mètres de barre et après il fallait basculer. C'était vraiment expo, quoi. Et là il me dit, ouais, tranquille, je fais cette partie et après si tu veux je te lâche, mais vas-y doucement, très flippé de me voir partir un peu trop vite. Et en partant, celui il fait un virage et là ça casse, la neige qui casse et il se met un tête-pied, il commence à faire tête-pied. Il y avait 3 mètres de neige, 3 mètres de descente dans du raid et la barre, quoi. Moi je vois ça, tête dans les mains, ça y est mon pote il a sauté, quoi, il est mort. Je lève la tête, l'autre qui me regarde choqué comme ça. C'était un moment de fou, quoi. Moi, pour moi, j'avais la tête dans les mains, mon pote était plus là, quoi. Gamin, pour aller au collège, mes parents ils avaient une éducation assez simple, on va dire. Quoi, pas simple, mais terre à terre. Et l'hiver, pour aller au collège-lycée à Barcelone, du coup, le chemin le plus court, c'était le col, sauf que l'hiver, il y avait des mètres et des mètres de neige et pas déneigé forcément. Et du coup, on traversait fréquemment le col à ski. Mon père venait ou ma mère venait nous chercher à la sortie des classes après les cours de M. Mallet en maths souvent. Il nous récupérait à 5h30 devant le portail avec les skis, tout le matos. On filait à Bayas. On chaussait les skis, il faisait déjà nuit et puis on traversait avec le cartable sur le dos pour rentrer chez nous le week-end, quoi. Et le vendredi soir, et le dimanche soir, pareil, on rebelote, on retraversait pour intégrer l'internat pour la semaine. Et c'est vrai que c'est des trucs c'est même pas une anecdote, c'est devenu une routine à la fin, au bout de 4 ans de lycée. C'est vraiment rigolo, c'est quand on était tous les trois avec ma soeur et mon frère, mon père, et on traversait en raquette parce qu'il n'y avait pas assez de neige et qu'on finissait à traverser des rivières avec l'eau jusqu'aux genoux parce qu'on pensait que ça allait passer et puis en fait il y a tout qui s'effondrait. Des fois c'était vraiment l'aventure. Ouais. À la guerre de 40, au pont du Châtelet, en bas, un groupe, une section italienne aboutit en bas. Elle était attendue par une section française et les Italiens ont levé le drapeau blanc. Il a fallu que ce soit deux gars qui avancent pour se dire c'est terminé. Eh bien, écoutez voir, c'était un frère qui était en France, soldat, et l'autre en Italie. Ils se sont embrassés sous le pont du Châtelet. Moi, l'avenir de la vallée, je le vois toujours et ce que je dis souvent à mes clients, c'est que ce qui compte avant tout, c'est la qualité de service, de prestations. Et je crois que tant que nous, on offrira de la qualité aux gens qui viennent nous voir, qui nous font le plaisir de venir dans la vallée, on continuera à donner une bonne activité économique dans la vallée. L'avenir des montagnes de la vallée, je le vois dans le développement du tourisme, faire partager cette même passion avec d'autres gens, et également dans le développement d'une nouvelle salle d'escalade et pourquoi pas accueillir des compétitions nationales pour rencontrer des gens, des grimpeurs qui sont aussi motivés et pour nous aussi, pour qu'on puisse s'entraîner. Moi, tout ce que je peux souhaiter, c'est qu'il y ait une culture de montagne, c'est que les gens, les jeunes s'intéressent à ça et aient envie d'aller, ne serait-ce faire un tour en montagne, de marcher un petit peu pour aller dans un endroit où personne va, de sortir un peu de ce milieu des stations même et de monter, découvrir ce qu'il y a plus loin, dans un endroit où pas forcément tout le monde va. Un bon skieur qui n'a jamais fait la tête des fanets, le jour où il goûte, il y est addict, c'est sûr. Faut pas avoir peur de se lancer dans des trucs qu'on ne connaît pas, justement, ça peut nous apporter beaucoup de choses. Si j'avais pas fait ma première randonnée, j'en serais pas arrivé là à faire des gros sommets ou à faire du ski à mon niveau. Et je regrette pas du tout, ça m'a apporté beaucoup de choses. Je sais pas ce que je ferais sans la montagne. Pour moi, c'est une vallée dans laquelle j'aurais bien aimé peut-être finir ma vie ici. Parce que c'est là où j'ai appris mon boulot de guide et j'aurais aimé l'exercer vraiment beaucoup dans cette vallée parce que c'est une vallée que du coup je connais vraiment bien. Voilà, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la clientèle dans cette vallée pour bosser en tant que guide de haute montagne ici. Et du coup, c'est vrai que moi, je vais être amené à quitter la vallée, je pense, pour aller un peu vers d'autres montagnes où il y a plus de clientèle pour aller en montagne, justement. On s'aperçoit qu'il y a des périodes vraiment un petit peu de rush, puis il y a des périodes où la vallée, il y a beaucoup moins de monde, quoi. Et on souffre un peu peut-être de l'enclavement. Mais est-ce que justement cet enclavement
plus tard, ce ne sera pas une force, quoi. Parce que ça reste une vallée vraiment encore authentique, peut-être un peu secrète. Qui sait, peut-être que plus tard, cette petite pépite, elle prendra vraiment de la valeur, quoi. On a la chance d'avoir des montagnes fabuleuses, sauvages, belles. Pendant des siècles, pour les gens qui ont vécu ici, c'était un handicap, tous ces cailloux, toute cette neige. Il fallait se battre contre la nature. On a eu la chance que tout ça arrive jusqu'à nous préserver. Et j'espère que voilà, dans notre développement, dans l'avenir, on va faire de tout ce milieu naturel, ces belles montagnes, on va en faire un atout pour l'avenir. On a une carte à jouer dans le tourisme, dans l'écotourisme, dans le tourisme durable et le tourisme surtout responsable. Au niveau du parc du Mercantour, on a monté une association donc, qui s'appelle Mercantour Écotourisme, où on propose des séjours aux gens, des séjours où ils vont être immergés complètement dans la vallée, dans la vie locale. C'est je pense pour moi un tourisme d'avenir qui correspond tout à fait à la qualité des paysages et des traditions et de la culture de la vallée de l'Ubaye. Cet îlot, on va dire, de calme, d'une nature relativement accessible et tout en restant splendide, c'est quelque chose qui est de plus en plus rare en Europe. Et je pense que c'est la valeur numéro 1 sur laquelle nos enfants, parce que l'avenir c'est eux qui vont continuer à écrire l'histoire, hein, c'est sur ces paysages-là et sur cette vallée préservée que nos enfants devraient pouvoir continuer à vivre et à faire vivre cette vallée. Donc l'équilibre il devra continuer à se trouver, hein, il va évoluer, mais moi je suis très optimiste pour l'avenir de l'Ubaye parce que je pense qu'elle a des atouts fabuleux. Maintenant tout le monde en est bien conscient et maintenant il faut simplement savoir bien en prendre soin, bien les préserver, puis faire vivre l'âme de la vallée, c'est-à-dire que les gens puissent continuer à habiter dans les villages. Je pense que la nature, justement, une formule que j'aime bien, c'est que la nature a le temps. Elle a vraiment le temps et l'homme, lui, n'a pas le temps. Il a de moins en moins le temps dans notre société. Donc vis-à-vis de nos montagnes, de la nature, sur le plan le plus strict de sa définition, je ne me fais aucun souci. La nature se remettra très bien de nos erreurs et de nos méfaits. Par contre, la société allant vite comme elle va vite, il faut qu'elle réapprenne à aller plus lentement. Je trouve que la vallée de l'Ubaye, comme les autres vallées, et en particulier celle-là, cette vallée qui est bien équilibrée, il y a juste l'urbanisation qu'il faut, il y a juste le confort qu'il faut pour vivre socialement, avoir une vie confortable. Il faut garder cet équilibre qui actuellement est beau. Au moment, moi j'estime que cette vallée, elle est en équilibre. Voilà. Mais c'est toujours un équilibre très fragile. ITV1, deuxième. Oh, ça commence toujours par... en fait, je frappe l'invité. D'accord, vas-y. Faut qu'il soit rouge. T'es bon, t'es dans le cadre? Ouais, c'est bon. Donc ITV Vadec 1. Ah, ça y est, j'ai plus d'oreilles. J'ai plus d'oreilles. Ça fait ça. Ah non, j'ai... Alors, une histoire que j'ai racontée, c'est que pendant une interview, je me suis gelé la jambe droite, mais juste la jambe droite. Et pourquoi? Parce que j'ai la jambe droite exposée au vent depuis une bonne heure, quoi. Eux, ils s'en foutent, ils sont dans leur duvet. Et la jambe gauche est à l'abri du vent de la jambe droite. Et donc je suis en train de me prendre un demi-refroidissement et j'ai jamais expérimenté ça. Je vous raconterai demain ce que ça fait.
Maintenant, si je peux vous donner mon avis de tous, vous êtes les meilleurs. Ah bah merci beaucoup, ça nous fait plaisir. On est d'ici. On est d'ici. Voilà.